Monarch, l'héritage des monstres, est revenu. Et moi aussi, indépendamment de ma volonté, j'ai été absent. Donc voici la vidéo sur les épisodes 1 et 2. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Il est pour le moins captivant qu'en 2026, on puisse allumer une plateforme de streaming et voir King Kong se déchaîner dès les premières minutes d'un épisode de série. King Kong est l'un des monstres emblématiques du cinéma, dont les origines remontent au film monumental de 1933. Et pourtant, le voilà, pour la toute première fois, en train de faire ce qu'il fait de mieux sur le petit écran. On pourrait dire que les fans de Kong attendent depuis des décennies de voir le titan apparaître sur le petit écran, sous une forme ou une autre. Quant aux spectateurs de la série, ils attendaient explicitement l'arrivée de ce titan depuis plusieurs années. L'épisode final de la première saison laissait présager de sérieux bouleversements. Le personnage de Li Shou se retrouvait bloqué dans l'Axis Mundi. Le reste des personnages principaux avaient échappé à cette dimension parallèle, mais avaient été projetés plusieurs années dans le futur. Et il s'avérait que l'endroit où Monarch les avait secourus n'était autre que l'île du Crâne. Le plan final de cet épisode montrait Kong émergeant de la jungle, visiblement peu ravi de les retrouver là. Le premier épisode de la deuxième saison tient sa promesse d'une manière parfaitement justifiée par son titre, Cause et effet. Reprenant exactement là où la saison précédente s'était arrêtée, les premières minutes sont entièrement consacrées à la destruction totale causée par Kong, tandis que les personnages principaux tentent de s'échapper. Écrit par le showrunner Chris Blake et réalisé par Lawrence Trilling, le premier épisode de la saison 2 démarre sur les chapeaux de roue, avant de connaître un inévitable ralentissement. C'est dans la transition entre ces deux facettes de l'identité centrale de la série que l'épisode peut parfois s'avérer laborieux, un problème que les spectateurs de la première saison connaissent bien. L'idée centrale de la série est d'offrir une vision réaliste et humaine du monde du Monsterverse, alors que des films comme Godzilla vs Kong se sont principalement concentrés sur les affrontements entre monstres. Monarch s'attache à montrer les conséquences physiques et émotionnelles sur les populations locales. À mon avis, la série réussit largement sur ce point, en s'appropriant l'histoire culturelle et la symbolique de Godzilla en tant que personnage et franchise avec finesse et efficacité. Toutefois, c'est aussi une série sur les titans qui sait que c'est ce que la majorité des spectateurs recherchent, et elle tente donc souvent de concilier les deux. En outre, la série s'attache à explorer la double signification du terme héritage, tant en ce qui concerne les monstres que les familles et les héritages au sens propre du terme. Grâce à sa narration non linéaire, la série met en scène plusieurs générations d'une même famille comme personnages principaux et explore comment les échecs et les réussites d'une génération, à l'échelle sociétale et interpersonnelle, influencent la suivante. Si tout cela paraît d'une ambition démesurée, c'est parce que ça l'est, et le résultat peut être inégal. La série a parfois les yeux plus gros que le ventre, et malheureusement, l'épisode 1 en est un parfait exemple. L'intérêt de commencer l'épisode par un carnage total avec Kong réside dans le fait que cela assure une transition satisfaisante avec la saison précédente, mais contribue peu à poser les bases de l'intrigue actuelle. C'est donc une scène d'ouverture spectaculaire et impressionnante, mais tout ce bruit et cette fureur communiquent peu de choses et finissent par désavantager l'épisode par la suite, lorsqu'il doit s'interrompre brutalement pour remettre les spectateurs dans le bain et établir les enjeux. Ce problème propre à cet épisode met également en lumière un problème central de la série dans son ensemble. Il peut être incroyablement difficile d'intégrer de manière crédible et efficace l'action digne d'un kaiju au drame à l'échelle humaine. D'un point de vue visuel, les effets spéciaux de cet épisode sont stupéfiants. Jamais je n'aurais cru voir Kong dans une série avec un tel rendu. Mais le revers de la médaille, c'est que je ne crois jamais vraiment que le travail composé numériquement et les prises de vue réelles se déroulent au même endroit, au même moment et concernent les mêmes personnes. Vers le milieu de l'épisode, une scène montre un groupe de personnages humains devant se faufiler devant un Kong endormi sur l'île du Crâne. Malgré une intégration visuelle réussie, la scène manque de réalisme. L'action est superficielle, les interactions entre Kong et les humains manquent de profondeur, et l'échelle est souvent sous-estimée. Il en résulte une banalisation du drame humain et une diminution de l'impact global des titans, ce qui nuit à la tentative de la série de fusionner les deux aspects pour les renforcer. Tout au long de l'épisode, les performances sont solides, avec une mention spéciale pour Anna Sawai et Mari Yamamoto. Cependant, la performance à deux voix qui constitue le noyau autour duquel gravite le reste de la série est celle de Kurt et Wyatt Russell, dans le rôle de Li Shou. Bien que l'épisode les mette
Tous deux en scène, Kurt est peu présent, tandis que Wyatt compense largement. Dans une série mettant en scène des monstres gigantesques, la manière dont les deux acteurs parviennent à communiquer et à dramatiser l'évolution de ce personnage au fil des décennies reste l'aspect le plus spectaculaire de la série. En résumé, l'épisode 1 marque un début de saison 2 efficace, quoique timide. Si des pistes intéressantes sont semées tout au long de l'épisode, promettant de s'épanouir par la suite, et si le suspense monte crescendo, l'ensemble donne l'impression de se reposer délibérément sur les lauriers du cliffhanger de la saison précédente. Nul doute que les épisodes suivants insuffleront un véritable dynamisme au récit, mais en l'état, ce premier épisode de la saison 2 est correct, parfois palpitant, mais laisse un goût d'inachevé. Et ce deuxième épisode se révèle très prometteur. Il se concentre en effet sur les personnages humains les plus dynamiques et attachants, sans avoir recours systématiquement à des scènes centrées sur des monstres pour satisfaire le public. L'action et les effets spectaculaires sont toujours au rendez-vous, mais ils sont bien plus intégrés à l'histoire elle-même et non plus simplement ajoutés à celle-ci. Monarch est une série à la fois unique et étrange, car ce qui attire le plus les spectateurs est précisément ce qu'elle cherche à éviter. Dès le départ, l'objectif de la série était d'explorer en profondeur la vie d'un être humain minuscule dans le Monsterverse, un monde où des créatures comme Kong et Godzilla rasent régulièrement des villes entières. Mais voilà, une fois qu'on a montré un monstre pareil au public, il en redemande forcément. C'est comme un génie qu'on ne peut plus remettre dans la lampe. Sans parler de la publicité autour de la série qui s'empresse d'afficher Godzilla sur toutes les affiches, malgré les efforts de la série pour modérer ses attentes. Pour moi, la série fonctionne vraiment lorsqu'elle parvient à reléguer les créatures monstrueuses à la périphérie, une menace à l'horizon qui plane et contribue activement au drame humain et à l'escalade des enjeux auxquels les personnages sont confrontés. Heureusement, cet épisode 2 repose presque exclusivement sur ce principe, car son scénario entrelace habilement les intrigues de ces deux époques principales, les années 50 et dans le futur, et livre un récit assez haletant. Tandis que la bande tente de traquer et d'arrêter le monstre qu'ils ont accidentellement libéré la semaine précédente. L'autre véritable atout de cet épisode, d'un point de vue narratif, réside dans le net avantage qu'il prend par rapport au premier épisode de la saison. Il semble enfin avoir une dynamique d'action. Le premier épisode donnait l'impression de se contenter de surfer sur la vague du final de la saison précédente et de gagner du temps pour rappeler aux spectateurs qui étaient les personnages et leurs rôles respectifs. Heureusement, l'épisode 2 démarre sur les chapeaux de roue et insuffle une véritable dynamique à l'intrigue. De ce fait, nombre d'interactions et d'idées qui paraissent incroyablement artificielles dans le premier épisode trouvent ici toute leur place, pour le plus grand bénéfice de l'épisode. Un autre élément de l'épisode qui met en valeur la série à son meilleur est la façon dont l'épisode se concentre avec acuité sur la relation qui fait véritablement vibrer la série, celle de Keiko et Lee Cho. Bien que d'autres personnages aient des moments intéressants, beaucoup semblent incroyablement sous-développés. En revanche, ces deux personnages principaux ont l'avantage d'être désormais présents au présent, aussi bien dans les flashbacks que dans la partie future de l'histoire. L'épisode 2 exploite ces moments avec brio, alternant les interactions entre Yamamoto et le jeune Sho avec des scènes où elle interagit avec le Sho plus âgé. De plus, l'épisode utilise cette relation pour mettre en lumière son parcours de femme hors du temps et le juxtapose à la désillusion croissante de Sho qui a vécu tout le temps qu'elle n'a pas vécu. C'est une dynamique fascinante, superbement écrite et interprétée, les trois acteurs livrant une performance remarquable. Le réalisateur Lawrence Trilling, qui avait également réalisé le premier épisode de la saison, parvient en grande partie à racheter les faiblesses de l'épisode précédent grâce à des moments exceptionnels. Tout d'abord, l'ancrage émotionnel est ici parfaitement maîtrisé, contrairement au premier épisode. De plus, même les scènes d'action sont bien plus percutantes et émouvantes. Trilling et son équipe ayant réalisé un travail remarquable pour créer une tension et un suspense haletant lors de la poursuite maritime centrale qui rythme tout l'épisode. De même, la séquence rituelle en flashback est une réinterprétation astucieuse et ingénieuse de l'invocation de Kong dans King Kong, mais dans un but radicalement différent, et le résultat est incroyablement réussi. En résumé, l'épisode 2 marque un tournant intéressant dans la deuxième saison. Je reste sceptique quant à la capacité de la série à maintenir cet équilibre subtil entre l'émotion à échelle humaine et le spectacle grandiose des titans, mais cet épisode prouve amplement que c'est possible. À la fin du premier épisode, on a vu une créature embarquée à bord de l'hélicoptère de l'équipe Monarch. Dans le deuxième épisode, Kate affronte la créature et en sort indemne. Auparavant, elle avait tué un homme sans difficulté, laissant une traînée de sang sur le navire Monarch. Ces créatures ont beau être petites, elles sont extrêmement dangereuses.
Cela ne fait que renforcer le plan de Shaw, l'utiliser comme appât pour détourner l'attention du Titan X. Après que la créature a émis un son puissant, Titan X fonce à toute vitesse sur le navire Monarch. Sachant que, dans le passé, des centaines de créatures ont foncé sur Titan X, manquant de peu d'écraser Lee et Keiko pour les atteindre, et que le monstre protégeait les petites bêtes, il est logique que Titan X s'en prenne à la bête solitaire. Bien que nous ignorons encore le rôle exact de chaque créature dans la vie de l'autre, il est clair que Titan X et la petite créature sont interdépendants. Lee utilise cette interdépendance pour attirer le Titan X vers son bateau et échappe à la mort en jetant la créature à l'eau avant que le kaiju ne le rattrape. Cela démontre que le Titan X n'attaque pas sans provocation, mais qu'il défendra les scarabées si nécessaire. S'il avait voulu, il aurait pu s'en prendre directement à Lee, mais le seul objectif du Titan X était de récupérer la créature séparée des autres. L'épisode 2 de la saison 2 nous éclaire considérablement sur le fonctionnement de la nouvelle menace principale de la série. Après la mort de Verdugo à la fin du premier épisode, plusieurs options s'offraient à la série concernant la direction de Monarch. Parmi toutes les possibilités, promouvoir Tim à ce poste était la meilleure, car cela permet à la série de placer un personnage qui a beaucoup évolué depuis la saison 1 dans une position qui devrait renforcer sa confiance en lui. Tim possède l'expertise acquise au sein de la nouvelle Monarch et l'admiration que lui porte la mission originelle de l'organisation. Bien que Keiko puisse prendre sa place, Tim est particulièrement bien placé pour ce nouveau chapitre de l'histoire de Monarch, car il est capable d'allier la modernité technologique de l'organisation à une vision axée sur la recherche et la défense. Reste à savoir si la saison 2 réserve une telle orientation à l'organisation. C'est un énorme plaisir de voir cette série revenir sur Apple TV+, en espérant que le passé soit encore meilleur. Toi, qu'est-ce que tu as pensé des 2 premiers épisodes? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas à le faire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.